voudrais remercier Jocelyn avec tout l'aide qu'il m'a offert pour me rendre ici et Marc-André également. Donc, il est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Marc-André, je le prononce pas bien du tout, mais bon, je vais commencer, je vais plonger. Avant de commencer la présentation en tant que telle, je vais vous donner un peu de contexte. Premièrement, vous allez vous apercevoir que la première moitié de la présentation se concentre sur des bouts d'histoire qui vont vous sembler non liés au loisir. Mais comme je vais le démontrer dans la deuxième moitié de la présentation, ces choses qui nous semblent pas liées ont façonné et continuent de façonner nos systèmes de récréatifs au Canada. La deuxième chose à noter, c'est étant donné la nature des informations que je vais partager, il est probable que certains d'entre vous auront une réaction émotionnelle. Donc, c'est une réaction commune à mes travaux. Si le contenu est déclencheur et que vous sentez que vous avez besoin de partir, n'hésitez pas à le faire. Les gens ont eu à le faire dans le passé. Et si vous vous sentez sur la défensive ou en colère, je vous demande de réfléchir un peu et d'examiner les raisons pour lesquelles vous vous sentez ainsi plutôt que de projeter ces sentiments sur moi ou sur d'autres. Ça a déjà arrivé dans le passé également. Et la dernière chose à noter, c'est que ce type de travail historique se veut porteur d'espoir. Donc, comme l'écrit l'historien Robin Kelly dans Freedom Dreams, The Black Radical Imagination, les mouvements sociaux ne se contentent pas de produire des statistiques et des récits d'oppression. Les meilleurs font ce que la grande poésie fait toujours, nous transporter dans un autre lieu, nous obliger à revivre des horreurs et, plus important encore, nous permettre d'imaginer une nouvelle société. Donc, c'est donc à l'intersection de l'espoir et de la résistance que je propose cette relecture de l'histoire des loisirs qui commence avec un passage du document d'orientation pour les fournisseurs de loisirs publics au Canada. Et j'ai appris que Marc-André est celui qui a écrit ce passage. Donc, à la page 18, on peut lire: Pendant une grande partie du 20e siècle, les loisirs publics ont été considérés comme un bien public. L'accent a été mis sur l'accessibilité pour tous, la sensibilisation envers les groupes défavorisés et la croyance dans les avantages universels pour l'ensemble de la communauté et pas seulement pour les utilisateurs. Dans les années 90, les départements et organisations de loisirs ont été soumis à des pressions croissantes pour le recouvrement des coûts et la génération de revenus, y compris l'augmentation des frais d'utilisation. Depuis lors, les responsables du secteur des loisirs ont contribué à insister sur la nécessité des expériences récréatives équitables pour tous avec un appel à l'importance renouvelée du mandat historique des loisirs publics qui est d'assurer l'inclusion des populations vulnérables. Et donc, comme nous pouvons le voir dans ce passage, le cadre appelle à un retour à une époque où les loisirs étaient considérés comme un bien public accessible à tous. De telles déclarations ne sont pas nouvelles. Des universitaires et des professionnels lancent des appels similaires depuis les années 80. Plus précisément, ils ont appelé le secteur des loisirs à résister au principe du néolibéralisme. On en a parlé un petit peu avant moi, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, ça peut être compris comme étant un cadre politique qui met l'emphase sur la profitabilité, l'efficacité et l'individualisme et revenir aux valeurs sociales libérales qui ont historiquement conduit notre domaine. Il est important de noter que l'hypothèse centrale qui sous-tend ces appels à un retour aux racines historiques de la profession de récréologue est que jusqu'aux années 80, les services municipaux de loisirs étaient accessibles à tous les membres de la société. Cependant, comme je vais le démontrer, il s'agit d'un récit romantique d'un passé dit inclusif. Comme la plupart des autres activités qui ont contribué à construire et à consolider l'État canadien, les loisirs publics ont toujours été et continuent d'être un lieu d'exclusion lié aux logiques oppressives et néfastes de la suprématie blanche. Donc, je reconnais que cette affirmation peut sembler un peu extrême à l'heure actuelle. Donc, afin de démontrer exactement comment une institution bienveillante comme les loisirs publics a été et continue d'être liée à des logiques aussi néfastes, je vais commencer par donner un bref aperçu de 4 fils de l'histoire du Canada, apparemment sans lien entre eux. Donc, je vais parler de législation autochtone, politique d'immigration, droits des citoyens et programmes sociaux, et je vais terminer avec quelques connaissances scientifiques.
Donc, comme vous le savez probablement déjà, la souveraineté du Canada, comme celle des autres États coloniaux, a été obtenue et maintenue grâce à une série de luttes entre les colonisateurs. Donc, pour nous, c'était d'abord les Britanniques et, dans un bien moindre mesure, les Français et les colonisés, donc les peuples autochtones. Et malgré ce que de nombreuses histoires traditionnelles nous racontent, le colonialisme de peuplement n'a été ni un processus pacifique ni un processus de collaboration. Comme je vais le démontrer dans les diapos suivantes, le gouvernement britannique a légiféré et institutionnalisé diverses formes de violence afin d'établir et de maintenir la domination raciale, économique, politique et culturelle nécessaire au développement d'une société de colonisation, principalement britannique, sur les territoires autochtones. Donc, quelques petits bouts de législation. On commence avec la proclamation sur le scalpage de 1749. Donc, ceci a donné au gouvernement de la Nouvelle-Écosse la possibilité d'accorder des récompenses financières pour les crânes et les corps de peuples autochtones. Donc, il s'agissait essentiellement d'une forme de meurtre légalisé et encouragé. Ensuite, on a la loi pour une meilleure protection des terres et des biens de 1850. Et ce texte législatif donnait au commissaire britannique des terres indiennes le pouvoir de déterminer qui recevait ces terres indiennes, le statut des Autochtones et les terres sur lesquelles ils pouvaient vivre, chasser et cultiver. Donc, il s'agissait essentiellement d'une forme légalisée de ségrégation qui non seulement séparait les peuples autochtones des colons européens, mais limitait l'accès à la nourriture et aux droits fonciers. Le prochain exemple est la loi sur les Indiens de 1876. Donc, cette loi a regroupé toute la législation autochtone existante en un seul document très complet. Ce faisant, les peuples autochtones qui ne s'étaient pas assimilés, c'est-à-dire les Indiens inscrits qui refusaient de devenir des citoyens britanniques, étaient considérés comme des pupilles de l'État. Cela signifiait que leurs activités quotidiennes sont gérées et contrôlées par le gouvernement britannique avec l'objectif d'effacer toute leur culture. Il y a toute une variété d'exemples que j'aurais pu utiliser pour démontrer comment cette loi voulait effacer la culture, mais les trois que j'ai ici, je les ai choisis parce qu'ils sont pertinents dans le contexte. Donc, en 1866, la cérémonie du potlatch, qui est une fête des remises de cadeaux, a été interdite. En 1914, toutes les danses hors réserve ont été interdites et en 1925, les danses autochtones ont été interdites partout au Canada. Il convient de noter que la loi sur les Indiens a été modernisée entre guillemets en 1951 et en 1985, mais elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Le prochain exemple est le système de laissez-passer. Donc, le système de laissez-passer était une politique fédérale qui maintenait les peuples autochtones confinés dans des réserves en les obligeant à obtenir un laissez-passer auprès d'un agent des Indiens fédéral pour pouvoir les quitter et y retourner. Donc, pendant environ 60 ans, cette politique a contrôlé les déplacements des populations autochtones dans le but de les maintenir dans les réserves et à l'écart des colons. Et le dernier exemple que j'ai dans cette section, ce sont les pensionnats. Donc, comme la plupart d'entre nous le savons, il s'agissait d'écoles obligatoires financées par le gouvernement où des milliers d'enfants et de jeunes autochtones sont morts d'abus, de faim et de maladies qui auraient pu être soignés. La dernière école n'a été fermée qu'en 1996 et en passant, j'avais moi-même 13 ans. Et comme on peut voir de ces quelques exemples, c'est par le biais des formes légales de violence corporelle, culturelle et administrative que l'État canadien a pu assurer le contrôle des terres autochtones, éliminer leurs prétentions à la souveraineté autochtone et absorber les peuples autochtones dans le régime colonial qui a cherché à effacer toute leur culture. Les politiques d'immigration, quant à elles, ont fonctionné de manière très différente. Contrairement aux peuples autochtones, les immigrants étaient considérés par le gouvernement britannique et plus tard canadien comme une menace extérieure plutôt qu'intérieure. C'est pour cette raison que les peuples autochtones et les immigrants ont été gouvernés, c'est-à-dire contrôlés et éliminés de manière très différente. Dans le contexte de l'immigration, les premières exclusions ont été des exclusions économiques. Ils se sont attachés à limiter le débarquement des personnes considérées comme malades, usées et non rentables, incapables de travailler utilement et d'être honnêtes dans l'industrie.
Donc, cela s'est traduit par de la législation visant à limiter le débarquement des personnes considérées comme incapables de subvenir à leurs besoins dans une société capitaliste. Selon la loi sur l'immigration de 1848, il s'agissait de toute personne jugée trop malade pour travailler, les enfants sans parents, toute personne âgée de plus de 60 ans, les mères célibataires et toute personne qualifiée par le gouvernement de lunatique, idiot, sourd, muet ou aveugle. Vers la fin du 19e siècle, cependant, les exclusions raciales sont devenues tout aussi importantes que les exclusions économiques. Auparavant, pratiquement tous les immigrants qui pouvaient être mis au travail étaient considérés comme un atout tolérable pour la construction de la nation canadienne. Un exemple de cela, on le retrouve dans les Chinois en bonne santé qui ont obtenu le statut d'immigrant pour effectuer le travail dangereux de la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. Mais comme les discours racistes et les discours sur l'eugénisme ont... Donc, juste pour vous dire, l'eugénique est un programme pseudo-scientifique visant à augmenter le nombre de Canadiens considérés comme physiquement, mentalement et moralement aptes. Donc, ce qui était un code pour les chrétiens blancs, hétérosexuels, cisgenres, valides, tout en éliminant ceux qui sont considérés comme mentalement et moralement inaptes. Donc, c'est-à-dire toute personne non blanche, handicapée, homosexuelle, transsexuelle, etc. Et alors que ces programmes visant à éliminer tous les dégénérés de la population sont devenus de plus en plus populaires à mesure que le discours raciste et discriminatoire de l'eugénisme gagnait en popularité. Cela s'est traduit par un certain nombre de nouvelles politiques d'immigration destinées à garantir ce que John A. MacDonald a appelé le caractère arien des futurs immigrants, l'Amérique britannique. Donc, encore une fois, quelques exemples ici pour démontrer comment on utilise des lois pour arriver à ces fins. Donc, la première est la loi sur l'immigration chinoise de 1885. Donc, ici, ce texte législatif a instauré une taxe entrée de 50 dollars pour tenter de réduire le nombre d'immigrants chinois arrivant au Canada. Et la logique qui sous-tend cette loi est que les Chinois, en particulier ceux qui n'avaient pas les moyens de payer la taxe, n'étaient pas assez évolués pour répondre aux attentes intellectuelles et morales des civilisations blanches supérieures. Le prochain exemple est la loi sur l'immigration de 1910. Donc, tel qu'il est écrit directement dans cette loi, cet acte législatif interdisait le débarquement d'immigrants appartenant à une race jugée inadaptée au climat ou aux exigences du Canada. En d'autres termes, ce texte limitait l'immigration en provenance des pays non blancs les plus chauds d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Europe du Sud, sans utiliser des termes explicitement racistes. Et la dernière loi est celle de 1919, donc la loi modifiant la loi sur l'immigration. Et dans le cadre de cette législation, toute personne jugée indésirable en raison de ses coutumes, habitudes ou modes de vie, donc des choses très subjectives, se voyait désormais interdit d'immigrer au Canada. Dans d'autres termes, toute personne menaçant la pureté de la population, en raison d'un manque de blancheur, de christianisme ou d'un mode de vie capitaliste pouvait être qualifiée de non canadienne et se voir refuser l'entrée sur le territoire. Et cette version de la loi est restée relativement inchangée jusqu'en 1976. Outre l'élaboration d'un système complet de législation sur l'immigration destiné à garder le Canada blanc, l'État colonial a également eu recours à un certain nombre de lois et de règlements, des programmes visant à renforcer à la fois la supériorité et la sécurité de l'Union européenne des hommes blancs, hétérosexuels et valides. Et encore quelques exemples. Le premier est la loi sur les franchises électorales en 1885 et cette loi privait explicitement de leurs droits des femmes, les peuples autochtones et les personnes d'origine chinoise. La loi exigeait également des personnes qu'elles gagnent un certain revenu annuel et qu'elles possèdent ou louent une maison d'une valeur spécifique, ce qui a indirectement privé de leurs droits un certain nombre de colons français, de migrants noirs et d'immigrants irlandais. Il convient de noter que cette version de la loi a été abrogée en 1898. Cependant, les femmes n'obtiennent pas le droit de vote au niveau fédéral avant 1919. Dans de nombreuses provinces, le vote provincial est intervenu plus tard. Par exemple, les femmes n'ont pu voter au Québec qu'en 1940. Les exclusions raciales n'ont été supprimées qu'en 1948, à l'exception des peuples autochtones qui n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1960. Et ce n'est qu'en 1948 que les conditions d'accès au vote fondées sur la propriété ont été complètement supprimées.
Le prochain exemple est le Code pénal de 1890. Donc, dans le cadre de ce code, l'homosexualité masculine était illégale jusqu'en 1969. Mon père était en 11e année à l'époque et il est sorti du placard un peu plus tard. Je comprends pourquoi. En 1953, l'interdiction a été étendue aux femmes, ce qui signifie que le fait d'être lesbienne était également illégal de 1953 à 69. Et le dernier exemple que j'ai ici est euh, le chômage, le loi sur l'assurance chômage. Et donc, l'objectif de cette loi était d'apporter une aide financière à des chômeurs. Cependant, ceux qui étaient malades, blessés, enceintes, trop vieux pour travailler, ont été licenciés, ont quitté leur emploi sans motif valable, refusaient tout type d'emploi, quelles que soient les conditions, participaient à des grèves ou des arrêts de travail, euh, ou n'étaient pas employés à temps plein auparavant. Tous étaient inéligibles à l'aide en vertu de cette loi. Donc, cela signifiait qu'en plus de refuser l'aide sociale aux malades, âgés, personnes âgées ou enceintes, ce programme d'aide sociale soi-disant universel excluait également un certain nombre de femmes, de personnes racialisées et de personnes handicapées parce qu'elles étaient plus susceptibles de ne pas avoir de possibilité d'emploi à temps plein. Elle excluait également les homosexuels licenciés en raison de leur sexualité illégale ainsi que toute personne opposée aux pratiques d'exploitation du travail et soutenant publiquement les syndicats. Et cette loi est restée largement échangée depuis 1971. Donc maintenant, pour en revenir à l'idée de garder le Canada blanc, on peut voir comment, du milieu des années 1700 jusqu'au milieu des années 1970, le gouvernement britannique et plus tard canadien a utilisé un système complet de législation et de politique qui donnait la priorité à l'éducation et à la formation des jeunes blancs, les personnes, l'hétérosexualité primait sur l'homosexualité, les organes compétents et actifs au-dessus des ceux handicapés et non actifs, etc., etc. Il est important de noter ici toutefois que ces actes législatifs nuisibles et oppressifs n'étaient pas simplement fondés sur les convictions de quelques politiciens racistes. La science, comme le droit, a été utilisée pour justifier ces actes légaux, entre guillemets, de violence. Quelques exemples, en commençant avec le Systema Naturae en 1758. Donc, ça a été publié par Carl Linnaeus, donc le père de la taxonomie, et ce texte scientifique a été publié par l'Académie des sciences de l'Union européenne, et en utilisant la géographie pour diviser l'espèce humaine en quatre types hiérarchiques: le blanc européen, le rougeâtre américain, le fauve asiatique et le noir africain. Donc, dans cette hiérarchie, les Européens sont considérés comme moralement et physiquement supérieurs et sont placés au sommet. Les Africains, en revanche, étaient considérés comme ayant les attributs moraux et physiques les plus négatifs et étaient donc systématiquement placés au bas de l'échelle. Le prochain exemple est le graphique humain de 1799 publié par Charles White. Et ce tableau était basé sur un certain nombre de mesures abstraites du crâne qui classaient les variétés humaines selon la grande chaîne de l'être, qui était une hiérarchie scientifique plaçant Dieu au sommet et progressant vers le bas jusqu'aux animaux, plantes et minéraux. Donc, en utilisant cette hiérarchie, il a créé son propre tableau avec les catégories suivantes: Antiquité grecque, peintre romain, européen, asiatique, sauvage américain, nègre et singe. Une fois de plus, l'ordre est important à noter ici. En plaçant le nègre aux côtés du singe et les Européens aux côtés des figures divines du peintre romain et de l'antiquaire grec, ce tableau a non seulement réitéré la notion selon laquelle les Européens étaient le segment plus avancé de l'humanité moderne, mais a également renforcé la croyance néfaste et raciste selon laquelle les Africains sont l'espèce humaine la plus animalisée. Et en dernier lieu, la descente de l'homme de 1871. Peut-être êtes-vous plus familier avec ce bout. Dans ce texte, Charles Darwin applique sa théorie de l'évolution biologique à l'espèce humaine et suggère que les humains, comme toutes les autres formes de vie, ont évolué lentement à partir d'un ancêtre commun. Et si ce courant de pensée
a beaucoup contribué à discréditer les croyances antérieures du créationnisme religieux, donc c'est-à-dire la grande chaîne de l'être discutée auparavant. Il n'a en rien éliminé les notions de suprématie de la race blanche. Donc, comme les scientifiques précédents, Darwin pensait également qu'il existait des gradations entre les hommes les plus élevés, les races les plus élevées et les sauvages les plus bas. Par conséquent, malgré sa contribution à l'idée que tous les membres de la race humaine peuvent être ramenés à un ancêtre commun, il a renforcé une hiérarchie qui constituait les Européens blancs comme physiquement et moralement supérieurs à toutes les autres races. Et donc, comme j'ai démontré avec ces quelques exemples, les hommes blancs européens ont utilisé la science pour se positionner comme politiquement, culturellement, spirituellement et économiquement supérieurs à toutes les autres races et à tous les autres sexes. Cela dit, vers la fin des années 1800, ce n'était pas seulement la race qui était en cause. Donc, en commençant vers 1885, toute forme d'inaptitude, donc ce que nous qualifions aujourd'hui de pauvreté, d'addiction, de désir homosexuel, handicap, etc., devaient tous être éliminés de la population canadienne. Et le résultat, euh, il en est résulté la circulation d'un certain nombre de nouvelles connaissances scientifiques, entre guillemets, qui ont renforcé le développement de divers programmes et politiques racistes hétérosexiste et capacitiste. Donc, on parle premièrement de la théorie de la vitalité ici. Donc, selon cette théorie médicale, les femmes étaient chroniquement faibles et ne disposaient que d'une énergie mentale et physique limitée en raison de leur menstruation. Et ainsi, on devait donc limiter leur activité mentale et physique, ce qui explique qu'ils ne pouvaient pas aller à l'université, exercer certains métiers ou pratiquer des sports de haut niveau. Deuxième exemple, ici, que j'ai introduit brièvement, ce sont les eugéniques. Et ça a été défini l'eugénisme plutôt, défini en 1883 comme l'étude des agences sous contrôle social qui peuvent améliorer ou altérer la race, les générations, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc, l'eugénisme a fourni la justification nécessaire à la mise en place d'un réseau complet de politiques et de pratiques visant à éliminer les inaptes tout en encourageant les meilleurs dans toutes les classes, ou ce que certains appelaient les purs sang humains. Dans le contexte canadien, cela voulait dire l'élaboration de lois et de pratiques qui soutenaient les personnes jugées euh, désirables ou aptes, c'est-à-dire les programmes les pensions, l'assurance chômage, les programmes d'aide à l'installation des agriculteurs, des campagnes de santé publique. Ce n'est que quelques exemples, tout en développant un ensemble différent de lois et de politiques et de pratiques et les pratiques d'élimination, de ségrégation et de réforme des personnes jugées indésirables ou inaptes. Donc, quelques exemples ici. On peut citer les stérilisations obligatoires, le placement forcé en institution, les politiques d'immigration racistes et les pensionnats sont de bons exemples également. Et le dernier exemple que j'ai, c'est la théorie de la famille conjugale. Donc, cette théorie sociologique définit les rôles et les limites de l'organisation de la famille traditionnelle. Donc, voici une citation d'un article scientifique de 1943. Donc, l'unité familiale conjugale composée des parents et des enfants est d'une importance fondamentale. Être le principal soutien de sa famille est le rôle principal de l'homme adulte normal. Par conséquent, les tâches ménagères et les soins aux enfants restent le contenu fonctionnel principal du rôle de la femme adulte. Donc, comme nous pouvons voir dans ce passage, la famille normale était et est encore à bien des égards une unité hétérosexuelle composée de deux parents et de la progéniture saine. À la tête de l'unité, un homme valide capable de réussir sur le marché du travail et donc capable de subvenir aux besoins de ses enfants et de sa femme qui était censée rester à la maison. Les familles qui ne correspondaient pas à cette définition étaient, et d'une certaine manière le sont toujours, considérées comme indignes de bénéficier des mêmes aides gouvernementales basées sur la famille. Et donc, la grande question est, qu'est-ce que le rapport avec les loisirs publics? Donc, je vais vous démontrer cela en commençant par les aires de jeu surveillées. Donc, nos premiers terrains de jeu sont souvent considérés comme des sites de loisirs bienveillants où les habitudes de santé et les coutumes sociales pouvaient être enseignées dans une atmosphère de jeu. Et malgré ces caractérisations apparemment positives, les aires de jeu sont également des sites où les logiques du colonialisme, de peuplement,
du racisme, du classisme et de l'hétérosexisme et de la discrimination fondée sur la capacité physique sont renforcés de diverses manières. Premièrement, il est important de noter que la majorité des femmes et des femmes qui ont fait campagne pour les aires de jeu surveillées et qui les ont gérées étaient également des partisans du mouvement eugéniste. Donc, soucieux de garantir la pureté biologique, c'est-à-dire la blancheur, l'hétérogénéité et la capacité physique de la population canadienne, ces personnes pensaient que les aires de jeu étaient des lieux où les enfants blancs des classes inférieures pouvaient être vaccinés contre un certain nombre de maladies et d'affections, pathologies héritées biologiquement. Par exemple, la pauvreté et la criminalité étaient considérées comme héritées biologiquement. Et l'objectif global de l'élimination de ces pathologies était de rendre les enfants blancs des classes inférieures plus aptes au travail industriel et domestique et moins dangereux pour les classes moyennes et supérieures. Il est important de noter ici que l'accent est mis sur la classe inférieure blanche. Au moment où le mouvement des Taringers a commencé, presque tous les peuples autochtones vivaient dans des réserves ou dans des pensionnats. En outre, en raison des politiques d'immigration racistes, la majorité des immigrants étaient originaires d'Europe occidentale. Donc, par exemple, en 1911, 97 de la population au Canada était d'origine européenne occidentale et cela a augmenté à 97,5 en 1921. Ainsi, alors que nos récits contemporains suggèrent que les aires de jeu étaient des sites pour tous les enfants vulnérables ou à risque, il n'y a pas de raison de croire que les aires de jeu sont des lieux de rencontre pour des enfants à risque. La composition raciale de nos villes coloniales est l'une des principales raisons pour lesquelles les enfants blancs des classes inférieures ont été à la cible du mouvement des cours de récréation. Ainsi, la composition raciale de nos villes coloniales n'est pas la seule raison pour laquelle les enfants racialisés étaient absents de nos premiers terrains de jeu. Les tropes racistes tels que l'Indien sauvage et les ménestrels à visage noir étaient également courants dans les jeux et les spectacles de la cour de récréation. Ces personnages ne se contentaient pas de normaliser les attitudes racistes, ils ont construit également une identité canadienne blanche opposée à l'autre, non blanc. Donc, par conséquent, comme je l'ai soutenu dans ma thèse, même en l'absence d'exclusion radicale explicite, on peut supposer que les enfants non blancs hésiteraient à participer volontairement à des programmes qui suggèrent qu'ils sont inférieurs ou dégénérés. En plus de renforcer la notion raciste selon laquelle les Blancs sont supérieurs aux non-Blancs, les aires de jeu renforcent également l'idée que les hommes sont supérieurs aux femmes et que la société devrait être organisée en conséquence. Et donc, dans cette optique, les garçons des classes inférieures devaient devenir aptes au travail salarié et ou au service militaire. Les jeux d'équipe et les compétitions sportives étaient donc utilisés pour enseigner l'efficacité physique, le respect de l'autorité et la loyauté envers la couronne britannique. Les filles de classe inférieure, quant à elles, recevaient un enseignement des habitudes domestiques, correctes grâce à l'apprentissage de la couture, du tricot et de l'artisanat. Donc les activités non fatigantes, c'est-à-dire celles que l'on croyait sans danger pour le système reproducteur, telles que la danse, la gymnastique et d'autres jeux appropriés, étaient également pratiquées pour tenter de renforcer leur corps en vue de leur future fonction maternelle. Et donc ainsi, s'il n'est pas inexact de suggérer que les terrains de jeu étaient destinés à enseigner aux enfants de la classe ouvrière les habitudes de santé et les coutumes sociales, une lecture plus approfondie de ces sites récréatifs nous permet de voir comment les habitudes et les coutumes enseignées renforcent les logiques suprémacistes blanches qui ont suggéré que les enfants de classe ouvrière ne sont pas des enfants de classe ouvrière. Donc les personnes blanches, les mariages hétérosexuels, etc. Et donc, passons aux piscines. Donc, comme les terrains de jeu, nos premières piscines sont souvent présentées comme des sites destinés à améliorer la santé et l'hygiène de la classe ouvrière. Cependant, comme je le démontrerai, nos premières piscines ont également servi d'autres objectifs de l'État colonial colonisateur par le biais d'exclusion raciale et de classe. Donc, les exclusions raciales étaient largement justifiées par un mythe raciste selon lequel les non-blancs, en particulier les noirs, étaient porteurs de maladies qui allaient suinter dans l'eau et mongreliser les Européens. Et donc, les contacts entre les Blancs et les personnes racialisées étaient donc contrôlés par des règlements. Par exemple, Edmonton, d'où je viens, a adopté en 1923 un règlement interdisant l'accès des piscines à tous les Noirs, ainsi que d'autres mesures de ségrégation telles que les zones réservées aux Blancs ou les horaires
pardonnez-moi, les horaires réservés aux Blancs. En plus de ces exclusions raciales, le modèle payant adopté par nos premières piscines publiques a également servi de mesure d'exclusion, comme c'est le cas aujourd'hui. On parle beaucoup de cela dans nos conversations relativement aux loisirs. Afin de démontrer cela, il suffit d'examiner la situation dans la ville de Toronto. Ben Harrison, donc inauguré en 1909, ces installations publiques de natation et de baignade étaient destinées aux classes défavorisées de Toronto et étaient stratégiquement situées à quelques pâtés de maisons de ce qui était décrit comme le bidonville le plus notoire de la ville. Compte tenu de cet emplacement et de la population visée, les professionnels des loisirs contemporains supposent souvent que l'accès à ces équipements publics est gratuit. Mais ce n'était pas le cas. Afin d'éviter ce qu'un conseiller municipal de Toronto a qualifié d'abus de privilège et de fournir un revenu pour aider à couvrir les besoins de la population, c'est des arguments qu'on entend en Alberta, je ne suis pas certain ici, mais il y avait des droits d'entrée qui étaient chargés. Et donc, en 1909, l'entrée à la piscine était de 10 sous. Ça a passé à 15 sous en 1919 et à 25 sous en 1924. Ces montants correspondent à peu près à l'équivalent de 2,5 $ à 3,75 aujourd'hui. Donc, ces coûts sont comparables à ceux de nombreuses piscines aujourd'hui, encore une fois. Ces droits d'entrée n'étaient pas non plus limités aux bains intérieurs, les piscines en plein air, qui sont devenues populaires dans tout le Canada après la Première Guerre mondiale, étaient également payantes. Par exemple, la piscine Sunnyside de Toronto demandait 35 cents pour une entrée simple pour adultes en 1922, soit l'équivalent d'environ 5,19 $ aujourd'hui. Donc, comme je l'ai expliqué dans mon livre, bien qu'elles soient financées par le budget public, les piscines ont toujours été conçues pour répondre aux besoins d'un acheteur privé, principalement blanc. Donc, comme j'ai démontré jusqu'à présent, du début des années 1900 au début des années 1930, les aires de jeu et les piscines ont été utilisées comme une technique de réforme sociale destinée principalement aux classes inférieures blanches. Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, les activités récréatives ont changé. Les- En réponse aux inquiétudes suscitées par le programme eugénique d'Hitler et par la façon dont le régime nazi utilisait des programmes de loisirs pour former des soldats, de nombreux récréologues locaux ont commencé à rejeter les activités parrainées par l'État en suggérant que les réformes sanitaires et sociales devraient être confiées aux prestataires de soins de santé et aux travailleurs sociaux. Il en est résulté l'émergence d'un nouveau domaine professionnel, un domaine qui positionne les loisirs comme une activité librement choisie, autodirigée et pratiquée par des personnes, des consommateurs individuels, donc très près de notre définition d'aujourd'hui. Cependant, comme l'ont noté d'autres historiens des loisirs, le consommateur individuel qui choisissait librement et se dirigeait lui-même était ni sans classe, ni sans sexe, ni sans race. De la fin des années 40 à la fin des années 70, l'affectation des installations et la programmation ont été élaborées en fonction des besoins exprimés par les hommes et les garçons blancs de la classe moyenne. Pour démontrer cela, examinons un passage d'un article universitaire sur les patinoires communautaires d'Edmonton qui dit: malgré l'inscription de près de 2000 filles à des programmes de patinage artistique en 1964, seulement 64 heures de glace intérieure par an étaient allouées à ces programmes. Les patinoires extérieures ne répondaient pas aux normes pour des sports sérieux comme le hockey masculin, mais convenaient parfaitement à des sports moins importants et marginaux comme le patinage artistique féminin. Donc, ce passage, bien que spécifique aux patinoires communautaires, est un parfait exemple de la façon dont les relations de pouvoir fondées sur le genre ont été renforcées au cours du mouvement des centres communautaires au Canada. Non seulement le hockey était privilégié par rapport au patinage artistique, mais le fait que le hockey était considéré comme un sport de garçon et le patinage artistique comme un sport de filles renforçait les discours hétérosexistes qui réduisaient les filles à de futures épouses et mères et suggéraient qu'elles étaient biologiquement, anatomiquement et temporellement inaptes à la pratique d'un sport de compétition intense. Notons également qu'en plus de renforcer la notion sexiste selon laquelle les femmes sont inférieures aux hommes, les patinoires excluaient également les personnes appartenant aux classes inférieures et les personnes racialisées. Et ils le faisaient de deux façons. Premièrement, la localisation. Donc, comme ces installations étaient principalement situées dans des quartiers suburbains, elles excluaient de nombreux non-blancs et membres des classes inférieures simplement en raison de leur géographie socio-économique. Et deuxièmement, manque d'opportunités publiques
Donc, dans les années 60 et 70, de nombreuses patinoires intérieures ont supprimé le patinage public par mesure d'économie. En conséquence, il fallait être membre d'un club de patinage artistique ou d'une équipe de hockey amateur. Des activités dont les participants sont presque exclusivement blancs et issus de la classe moyenne ou supérieure pour avoir accès à ces installations financées par l'État. Et donc, euh, par conséquent, tout comme les terrains de jeu et les piscines ont renforcé les logiques suprémacistes blanches du capitalisme, du racisme, du sexisme et du hétéropatriarcat, il en a été de même pour les centres de loisirs communautaires qui ont été principalement développés par des colons blancs pour des colons blancs entre la fin des années 40 et la fin des années 70. Dans cette nouvelle configuration, cependant, ces investissements ne sont pas destinés à améliorer la santé physique et morale des classes inférieures blanches afin de les rendre plus aptes au travail et moins dangereuses pour les classes moyennes et supérieures blanches. Au contraire, les loisirs communautaires sont désormais considérés comme un moyen de maximiser la santé et les libertés individuelles de la classe moyenne blanche dans le but d'améliorer la qualité de vie dans une société démocratique. Donc, pour en revenir à la discussion contemporaine sur la montée du néolibéralisme et les impacts négatifs de notre système actuel de loisirs basé sur la consommation, nous pouvons donc voir qu'il y a des raisons de critiquer la façon dont nos histoires traditionnelles ont romancé les racines inclusives du domaine. Comme je l'ai démontré, du début des années 1900 à la fin des années 70, les terrains de jeu, les piscines et les centres de loisirs communautaires, comme tous les autres domaines de notre société coloniale, ont renforcé un certain nombre de logiques suprémacistes blanches qui ont donné la priorité aux personnes blanches, les hommes, les garçons, le mariage, l'hétérosexualité, les personnes aptes à travailler et l'économie. Ainsi, alors que les principes néolibéraux de rentabilité, d'efficacité et d'individualisme ont effectivement contribué à l'exclusion des groupes privés d'équité, il ne s'agit là que de quelques-unes des nombreuses logiques qui ont créé les conditions nécessaires à la mise en place de systèmes de loisirs qui continuent d'exclure les groupes les plus vulnérables. Donc, de l'aveu même des secteurs de loisirs aux pages 22 et 23 du cadre de référence de loisirs au Canada. Donc, les enfants et les jeunes issus de familles défavorisées, les personnes âgées, fragiles ou isolées, les femmes, jeunes filles de toutes origines, les individus issus de milieux diversifiés et racialisés, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les personnes ayant l'identité de genre, une expression de genre, des orientations sexuelles et des identités sexuelles non normatives. Enfin, suggérer le contraire, comme tendent à le faire les récents appels au retour à un passé inclusif, cela est non seulement ignorer la manière dont les logiques de l'exceptionnalisme occidental, de l'impérialisme britannique, du colonialisme, du peuplement, du capitalisme, du racisme ont été produites et reproduites dans des lieux de loisirs publics, mais c'est aussi ne pas reconnaître que chacune de ces logiques oppressives et nuisibles sont des composantes interdépendantes de la suprématie de la race blanche. C'est pourquoi je soutiens que pour faire avancer l'appel à accroître l'inclusion et l'accès aux loisirs, nous devons remettre en question les tendances nostalgiques qui positionnent les anciennes formes de loisirs publics comme des sites d'égalité de chance et reconnaître les façons dont notre secteur a été et continue d'être enchevêtré dans les diverses composantes de la suprématie de la race blanche. En d'autres termes, nous devons reconnaître que toute une série de logiques, de politiques et de pratiques qui semblent ne pas avoir de rapport avec les loisirs et les sports ont créé les conditions d'un système de loisirs qui non seulement exclut la plupart des membres de la société canadienne, mais qui valorise de plus en plus le profit au détriment de la participation. Donc, que faisons-nous de toutes ces informations? Donc, tout en reconnaissant que je ne suis pas là pour proposer des actions ou des solutions normatives, car je n'ai pas moi-même les réponses à toute cette histoire de colonialisme, je dirais que la première chose à faire est d'accepter que nous avons la responsabilité d'écrire le prochain chapitre de notre histoire. Donc oui, vous et moi ne sommes pas responsables des politiques et des pratiques du passé, mais nous pouvons rien y changer, mais nous ne pouvons pas non plus continuer à nier que cela s'est produit. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer la façon dont la suprématie blanche, c'est-à-dire le colonialisme,
de peuplement, le racisme, l'hétérosexisme, le capitalisme et le capitalisme d'exploitation a façonné et continue de façonner tous les aspects de la société canadienne. Nous ne pouvons pas non plus continuer à justifier la façon dont certaines personnes ont bénéficié et continuent de bénéficier du génocide autochtone, des politiques d'immigration raciste et des nombreuses autres politiques et pratiques qui renforcent l'idée que certains groupes sont supérieurs ou ont plus de valeur que d'autres. Donc, pour conclure, je vous propose deux stratégies qui pourraient servir de point de départ à la création de systèmes de loisirs et de sport plus accessibles, équitables et justes. D'abord, c'est faites le travail d'apprentissage et de désapprentissage. Donc, si nous voulons vraiment créer des espaces de loisirs plus équitables et plus inclusifs, ceux d'entre nous qui ont un pouvoir de décision doivent se soumettre à un processus permanent de réflexion critique. En d'autres termes, nous devons ralentir, nous engager tant au niveau euh, individuel que collectivement, avec l'histoire colonisatrice et suprémaciste de notre nation, avec pour objectif général de comprendre comment ces éléments néfastes de notre passé continuent à façonner les politiques, les pratiques et les personnes dans notre présent. Comme l'a fait remarquer la philosophe et activiste sociale Grace Lee Boggs, un changement social durable exige que les gens ne se contentent pas de lutter contre les institutions existantes, mais qu'ils fassent une différence, un saut philosophique spirituel pour devenir des êtres humains plus humains. En d'autres mots, si nous voulons transformer nos systèmes de loisirs, nous devons d'abord nous transformer nous-mêmes. Et ensuite, la seconde stratégie est de s'attaquer au mythe selon lequel les loisirs sont apolitiques. Nous savons que les deux principaux facteurs qui influencent la participation sont l'argent et le temps. On connaît cela depuis des décennies. Pourtant, en tant que secteur, nous ne participons pas aux efforts politiques qui permettraient des augmentations dans ces deux domaines. Par exemple, la législation sur le salaire de subsistance, la réforme fiscale, les augmentations de salaire minimum, la législation sur la garde d'enfants. Donc, par conséquent, au lieu de s'attaquer aux problèmes systémiques qui pourraient réellement donner aux gens plus d'argent et de temps, nous avons tendance à élaborer des réformes superficielles qui tentent d'éliminer les obstacles au niveau individuel ou organisationnel. Donc, par exemple, les deux interventions les plus courantes que nous faisons dans un espace de loisirs sont les suivantes. Les programmes de subvention qui prennent du temps et qui couvrent les frais d'inscription, donc par exemple les passeports pour les personnes à faible revenu, les subventions Kids Sport pour les sports de jeunes, et nous faisons des investissements dans des activités qui ne procurent que de brefs moments de participation, par exemple des jours d'échantillonnage sportif, des subventions, des programmes à court terme pour des activités d'une durée d'un an seulement. Choisir de se concentrer sur ces réformes superficielles tout en évitant les discussions stratégiques sur la justice sociale est une déclaration politique en soi. Si nous voulons vraiment créer des espaces de loisirs plus équitables et plus inclusifs, nous devons reconnaître que les loisirs sont politiques et trouver une cause commune avec les programmes politiques qui contribueront à réduire les barrières structurelles qui, nous le savons, limitent la participation. Enfin, avant de conclure, je pense qu'il est important de souligner que cette relecture de l'histoire des loisirs publics n'a pas pour but de dresser un tableau historique complet, ni de suggérer que tous les programmes et politiques de loisirs sont intrinsèquement nuisibles. Je fais ce travail parce que j'aime ça. Il y a beaucoup de ce qui se passe dans les espaces récréatifs. Donc, ce n'est pas le message que je veux transmettre du tout. Donc, j'espère que c'est pas ce que vous pensez. Au contraire, euh, je suggère que chaque tranche d'histoire que j'ai abordée devrait être lue comme faisant partie d'une mosaïque historique plus large qui a été reconstituée dans le but d'encourager les professionnels des loisirs de la santé à être suffisamment courageux pour reconnaître l'histoire colonisatrice et suprémaciste du Canada et suffisamment ouverts pour commencer à explorer des politiques et des pratiques nouvelles et plus équitables. Ou, pour reprendre les thèmes de Robin Kelly, cette relecture des loisirs publics est destinée à faire ce que la grande poésie fait toujours, nous transporter dans un autre lieu, nous obliger à revivre des horreurs et, plus important encore, nous permettre d'imaginer une société nouvelle. Merci.